Il en fait trop, il n'en fait pas assez. Après son allocution de mercredi soir, Français, la patrie a besoin de vous. Oui. C'était, je pense, sincère, cette espèce d'appel au peuple. C'était sincère et pourtant, moi, j'ai une sensation de gêne, comme s'il y avait quelque chose d'un peu décalé, voire d'un peu contradictoire entre la gravité de la situation telle qu'elle était décrite par le président de la République et l'absence totale de conséquences concrètes de cette situation. C'est-à-dire que moi, je pensais que si il était urgent de réarmer face à la Russie, on allait dire on va faire des arbitrages budgétaires et voilà ce qu'ils vont être. On va évidemment enterrer cette réforme idiote de la réforme des retraites sur laquelle on reviendra tout à l'heure. Je trouve que le président de la République a ce réflexe de dramatiser parfois les situations. Il le fait avec talent, c'était déjà le cas au moment du Covid. Voilà, j'exclus pas qu'il soit sincère et pourtant que ce ne soit pas totalement convaincant. Et pourtant, le ministre de la Défense parle beaucoup en disant, voilà, il faut passer de 50 à 100 milliards d'euros par an de budget pour la Défense. Oui. Et donc, Sébastien Lecornu, et d'ailleurs le ministre de la Défense, Sébastien Lecornu, me semble presque plus convaincant dans la mesure où lui détaille la menace en tant que telle. Il donne les détails sur la substance de la menace et sur les conséquences qu'on va en tirer. Là où Emmanuel Macron, effectivement, est resté, comme d'habitude, j'allais dire, très lyrique, très grave dans son ton, certes, mais sans donner pleinement. C'est l'exercice d'une allocution présidentielle, donc le président n'entre pas dans tous les détails de l'intendance. Mais on a parfois du mal, une partie de l'opinion a du mal à percevoir cette menace. Il est vrai que les Russes ne sont pas aux portes de l'Alsace, mais il y a cette guerre hybride, il y a ces attaques cyber, il y a ces avions russes qui passent très très près des drones français. Enfin, c'est une menace multidimensionnelle, mais qui nous semble invisible parce que effectivement, on n'est pas en 39 ou en 40 avec des soldats qui débarquent à nos frontières. La guerre moderne est plus complexe que ça. Bon, pour l'instant, Emmanuel Macron tente d'alerter sur la réalité de cette menace. Son ministre des Armées est un peu chargé d'en faire le détail. Pendant ce temps-là, il y a le ministre des Affaires étrangères qui fait d'ailleurs, non pas le tour du monde, mais le tour de France, lui, pour aussi sensibiliser les écoles. Oui, voilà, donc il passe à la fois le tour du monde et le tour de France. Je ne sais pas comment ça rentre dans son agenda. Mais il y a quand même cette nécessité d'explication, parce que si l'opinion est globalement, on le voit dans les sondages, globalement raccord sur le fait qu'il y a effectivement une menace et qu'il faut effectivement que la France se réarme, parce que le monde devient plus dangereux, il devient plus menaçant, et parce que les Américains sont pour l'instant en train de lâcher l'Europe, militairement parlant. L'opinion partage plutôt ce constat. Ce constat est plutôt consensus. En revanche, dès qu'on entre, et c'est pour ça qu'une partie de la classe politique n'y entre pas en réalité, dès qu'on entre dans les débats sur ce que ça implique en réalité, et notamment comment on fait pour passer à 100 milliards d'euros, parce que c'est l'objectif à terme de Sébastien Lecornu, 100 milliards par an de dépenses pour l'armée, alors qu'on est aujourd'hui à 50 milliards, eh bien c'est là qu'il y aura un débat politique qui est légitime. Il y aura surtout des failles dans l'opinion. Il y aura effectivement des gens qui vont expliquer que prendre ici ou là n'est pas la bonne solution. Et ça, on n'y entre pas complètement parce qu'il est évident que ça va fendiller ce consensus qui se dessinait sur le constat. Alors revient le débat, Fabrice Naudet-Langlois, habituel finalement, qui est d'ailleurs effort militaire ou pas, effort de guerre ou pas. Faut taxer les riches, faut revoir notre modèle social. Enfin, il y a les deux discours. Hein. Oui, et puis alors vous aurez remarqué que ça rejoint ce que Guillaume et Louis viennent de dire. Emmanuel Macron n'est absolument pas rentré dans le détail. S'il a dit quelque chose, on n'augmentera pas les impôts. Et son Premier ministre François Bayrou a dit on ne touche pas au modèle social. Ouais. Donc c'est un peu compliqué si on se fixe déjà ces barrières-là. Ouais. Où est-ce qu'on va trouver les sous? Alors on sait qu'il y a une issue que la France adore, c'est s'endetter plus. Ouais. Puisque ça va être permis par les nouvelles règles européennes qui ont été assouplies. C'est-à-dire qu'on va pouvoir sortir du 3% du pacte de stabilité. Du pacte de stabilité, du traité de Maastricht. Les traités prévoient déjà qu'il est possible d'en sortir dans certaines circonstances exceptionnelles. C'était le cas avec le Covid, puisque à ce moment-là même, la très orthodoxe Allemagne avait dépassé, juste en 2020, ce seuil. Et donc là, les Européens, c'est une des avancées du dernier sommet européen de la semaine dernière. Ils se sont mis d'accord sur proposition de la Commission pour que cette limite, qui est une limite assez théorique, puisque la France ne l'a pas respectée depuis des années et des années. Et je vous rappelle qu'on n'a pas encore le chiffre définitif du déficit budgétaire de 2024, mais il sera autour de 6%, et que là, modestement, on vise un 5,4% en 2025, donc on est très au-dessus des 3%, mais ça y est.
la bride est relâchée, on a le droit de s'endetter plus pour l'effort militaire. Et à votre avis, ça va passer par là? Ah ben forcément, en partie. Après, il va y avoir des débats, on va rentrer dans le dur des débats, effectivement. Est-ce qu'on demande des prélèvements supplémentaires aux plus aisés, aux retraités et puis à un moment, il va falloir couper dans certaines dépenses. Mais le débat est à peine amorcé. J'ai 2 questions pour vous. La première, c'est le chef des armées. plaisir. Constitutionnellement, il est dans son rôle. Alors, clairement, à mon sens, je vais regarder ça avec le prisme constitutionnel, j'ai l'impression que ça explique 2 choses. La première, en effet, c'est que le président de la République soit assez seul dans cette période-là, et notamment dans l'opinion. C'est-à-dire que les Français ont ce réflexe d'aller vers leur chef de l'État au moment, le fameux effet drapeau, au moment où les choses vont mal. Et c'est vrai que ce n'est pas uniquement l'article 15, toute notre Constitution, en réalité, elle est conçue sur cette architecture pendant la période de crise et surtout de crise à l'international. C'est le président de la République qui va récupérer l'essentiel du lead. Néanmoins, et ça c'est le deuxième point, le nerf de la guerre, hein, sans faire de mauvais jeu de mots, c'est vraiment les finances. Et là, pour le coup, le président de la République n'est non seulement pas aux manettes, mais le Premier ministre non plus. C'est-à-dire que c'est l'Assemblée nationale, aussi fracturée qu'elle est, qui devra consentir tous les deniers au centime près. Et c'est là qu'on se rend compte qu'au fond, on n'a pas réussi à se mettre d'accord sur un budget qui nous paraît relativement facile en comparaison de celui qui va arriver en 2024. Donc là, quand on nous parle d'économie de guerre, 2026, oui, vous avez tout à fait raison, quand on parle de celui qui va arriver, quand on parle d'une économie de guerre, le président de la République qui nous dit on va reprendre la loi de programmation militaire, mais avec quelle majorité? Comment est-ce qu'on va arriver à trouver le consensus autour de tout ça? Il y a peut-être aussi quelque chose sur lequel il faut travailler, c'est le sentiment d'urgence du côté des Français. Alors on l'a dit, on ne la ressent pas complètement, cette guerre, mais parce que je pense qu'il faut faire attention aussi au lexique de la guerre. On dit beaucoup le mot guerre. Le président de la République, le premier à employer la guerre contre le Covid, il n'est pas le seul. François Hollande avait parlé de guerre contre le terrorisme. On n'est pas en guerre, on est dans une situation où on essaye d'augmenter le budget de notre défense. Être défensif, c'est pas être offensif, c'est quelque chose de très différent, mais ça suppose des fonds qui, là, pour le coup, doivent faire consensus au niveau de la nation. Et c'est là qu'on se rend compte qu'il va falloir du courage politique pour dire où on va trancher et où on va trouver l'argent. On a parlé de l'épargne des Français ces dernières 24 heures. Il est clair que de toute façon, ça passera par quelque chose d'un peu austère. Juste une remarque sur le mot guerre. Il y a quelques semaines, les responsables suédois aussi avaient créé pas mal de bruit en Europe en disant qu'on n'était plus en paix. Enfin, la Suède ne se sentait plus en paix, mais pas en guerre. Qui est rentré dans l'OTAN d'ailleurs, la Suède. Oui, Suède. absolument. Et j'ai fait une interview du président finlandais il y a quelques semaines pour Le Figaro, et je lui ai reposé la question. Alors, est-ce que vous vous sentez en guerre ou pas? Il y a une réponse hybride. On n'est dans une zone grise, ni en paix, ni en guerre. Et c'est vrai qu'il faut faire attention aux mots, mais on est dans une situation de tension entre les deux. Il faut dire que la Finlande connaît bien la Russie. Elle a une grande frontière avec la Russie. Oui, moi je voulais compléter ce que disait Anne-Charlène sur l'effet drapeau. Je pense que Emmanuel Macron serait plus convaincant dans ce rôle s'il se montrait aussi sourcilleux de la défense du pays vis-à-vis de l'Algérie. Et je trouve que c'est il y a là une vraie incohérence, c'est-à-dire qu'il y a une fermeté nécessaire et souhaitable face à la Russie, et en même temps un aplatissement devant les prétentions de M. Tebboune. Vous avez vu qu'il y a encore eu la semaine dernière plusieurs expulsions d'OQTF de gens qui étaient reconnus comme dangereux, qui ont été refusés par l'Algérie, et la seule réaction d'Emmanuel Macron, c'est de dire il n'est pas question de revenir sur cet accord de 68 signé avec l'Algérie, qui était un de nos rares moyens de pression sur ce pays, en disant c'est moi qui décide et je ne veux pas le faire. Donc je trouve que là, il y a quand même une faille dans cette espèce de posture un peu gaulienne du président de la République. C'est pour ça que j'ai du mal à y adhérer totalement. Quand il dit la patrie a besoin de vous, est-ce que derrière ça, il y a la conscription, il y a... Alors ça, il en a été question, enfin, c'est dans le... Pas la conscription, je crois comme ça, mais le service militaire universel, pas le service militaire d'ailleurs, le service universel. Oui. C'est un serpent de mer depuis 2017, ce service civique, qu'Emmanuel Macron remet sur la table assez régulièrement, et c'est jamais totalement convaincant. Ne serait-ce que pour une raison, c'est que les militaires n'en veulent pas. Et donc parce que eux, leur métier, c'est de faire la guerre, c'est pas d'essayer de faire du social pour essayer de remettre des jeunes Français dans le sens civique si ils ont manqué d'instruction de ce côté-là, à la fois à l'école et peut-être dans leur famille. Donc
je pense que ça relève de l'incantation, à mon avis. Et aujourd'hui, je crois que c'est justement parce que l'armée a besoin de moyens, on l'a dit, on cherche des budgets. Et en tout cas, moi, les généraux que je vois, ils disent on a autre chose à faire que de dépenser cet argent pour encadrer des jeunes dont on n'a pas besoin dans la perspective d'une guerre future. Alors, il y a un débat aussi qui est ouvert de l'autre côté pour ceux qui disent qu'il en fait trop. On voit que Mme Le Pen, elle n'est pas très à l'aise. Alors, il y a M. Hervé Morin, ancien ministre de la Défense, qui dit... Qu'est-ce que ça dit quoi, tout ça? C'est quoi? C'est étonnant, non? Ça dit... Déjà, il y a quand même un relatif alignement sur la position globale. C'est-à-dire le fait de pointer il y a une menace, et puis même au-delà de la menace russe, sur le fait que le monde devient plus menaçant, que l'attitude de Donald Trump... Oui, parce que tout ça part aussi du fait que Donald Trump lâche exactement. l'Occident. Donc on n'est pas simplement au-delà du dossier immédiat qu'est la guerre en Ukraine et la menace russe. Il y a aussi un monde qui évidemment se redessine chronique tous les jours dans le Figaro, avec l'élection de Trump, avec la Chine, avec cette guerre commerciale, nouvelle guerre froide entre la Chine et les États-Unis qui se met en place. Donc l'Europe là-dessus, qui a jamais pris conscience du fait qu'elle devait être une puissance et se penser comme puissance géopolitique face à ces acteurs impérialistes qui n'ont pas du tout de bonnes intentions à notre égard, l'opinion est en train de s'emparer de ce constat-là. Et c'est pour ça que chez les oppositions, déjà je pense qu'il y a un premier fait qui est que les partis doivent réactiver leur logiciel international. Les partis, déjà, ils ne pensent plus beaucoup, c'est-à-dire que le travail d'idées ne se fait plus beaucoup à l'intérieur des partis, en France malheureusement, et penser la doctrine internationale, ça ne se fait plus depuis longtemps dans les partis. Et on voit bien que ce soit au Rassemblement national, chez les socialistes, à droite, qu'à un moment, ils doivent aller repêcher, se mettre déjà à jour sur l'état du monde et aller émettre des idées qui vont au-delà de la guerre entre Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau ou le prochain congrès du Parti socialiste. Et je sais qu'on en parlera à la fin de l'émission. En fait, quelque part, celui qui est le plus câblé, entre guillemets, sur le sujet, c'est Jean-Luc Mélenchon, parce qu'il théorise personnellement, tout seul, un état du monde avec une vision très anti-atlantiste. Il a d'ailleurs défendu Poutine par le passé, mais on voit que dans le reste des familles politiques, il n'y a pas de doctrine internationale très travaillée. Marine Le Pen, qui a accordé une interview au Figaro la semaine dernière, a tenté de clarifier cette ligne, mais on voit quelques divergences de ton avec Jordan Bardella, par exemple. Jordan Bardella souscrit à une ligne qui est plus hostile à la Russie, qui est plus proche, pour le dire rapidement, de celle d'Emmanuel Macron, que Marine Le Pen, qui reste dans un entre-deux, entre dire, certes, il faut que la France prenne conscience de la menace russe, mais en même temps, les Russes ne sont pas à nos portes. Elle est un petit peu dans un entre-deux. Donc je pense que ça dit d'abord ça dit la difficulté des oppositions et des partis politiques dans leur ensemble à théoriser une nouvelle donne géopolitique, parce qu'on n'a pas l'habitude, dans le débat politique français, malheureusement, de parler énormément de ces sujets qui ont pourtant des conséquences qui deviennent concrètes pour nous. Fabrice, alors il faut le dire, le Figaro appartient au groupe Dassault, mais est-ce que, parce que la question qui suit est la suivante, est-ce que l'industrie militaire française est prête à monter en régime ? Alors, il faut noter qu'effectivement, la France est un des pays qui dispose de la plus grande base d'industrie militaire. Il y a la Grande-Bretagne qui est une puissance militaire importante, mais si on regarde les industriels, on a des milliers, il y a évidemment des grands groupes, dont Dassault que vous venez de citer, mais il y a Thales et bien d'autres, et surtout des milliers de PME qui font partie de cet écosystème, qui sont des sous-traitants, des fournisseurs des grands groupes. Là, il y a un peu une histoire d'œuf et de poule, parce que quelque part, nos groupes industriels sont prêts à monter en cadence, mais il leur faut des commandes fermes pour monter en cadence. Et donc, il faut de l'argent. Et beaucoup disent, oui, nous, on est prêts à accélérer, à produire plus, mais il ne suffit pas de dire, allez-y, il faut des commandes fermes. Et ça, c'est un préalable. Et alors là où il y a aussi une difficulté, c'est que on a vu avec l'Ukraine que la guerre, du point de vue technologique, évolue à une vitesse absolument prodigieuse. C'est devenu les drones, on le sait, on le raconte, on l'écrit tous les jours dans le Figaro, jouent un rôle absolument primordial sur le champ de bataille. Et il y a des militaires qui disent oui, nous on aura besoin de drones si on doit rentrer en conflit, mais les drones dernier cri. Et cela, il faudrait presque qu'ils soient prêts sur un claquement de doigts. Or, les industriels, ils ont besoin de temps pour se préparer. Donc là, il y a une espèce de contradiction pas facile à surmonter. Oui, il y a
peut-être un point positif, c'est que ça fait des années, je passe sous le contrôle de Fabrice, qu'on parle de la réindustrialisation de la France. Oui. Elle est extrêmement complexe. On voit bien, par exemple, comment de constructeurs automobiles ont du mal à produire en France parce qu'on est trop cher, donc on n'est pas compétitif. Là, il y a peut-être une chance historique. Parce que l'argent, a priori, il va arriver par de la dette supplémentaire, c'est regrettable, enfin au moins il sera là. Et puis, il n'y a pas une concurrence ouverte, parce que ce sont des enjeux de souveraineté, les commandes militaires, et il y a une préférence européenne vers laquelle on arrivera, et la France est très bien placée. Et donc, ça, c'est peut-être, dans cet univers assez sombre, une bonne nouvelle, c'est que pour un retour en forme de l'industrie en France, voilà un secteur qui, a priori, est très très bien placé dans la conjoncture actuelle. Anne-Charlène? Oui, moi j'ai le sentiment que quand on parle d'économie de guerre, on ne maîtrise vraiment pas du tout de quoi on parle. L'histoire nous apprend que l'économie de guerre, ce n'est pas uniquement un effort pour remilitariser ou un effort pour sa défense. Quand on parle d'économie de guerre, on parle d'une économie qui va être maîtrisée par la renationalisation, par la justement réindustrialisation, par l'idée que en fait tout est affaire d'autarcie, d'austérité et la plupart des prélèvements sont d'ailleurs des prélèvements autoritaires, des réquisitions, etc. Donc je pense qu'il faut faire attention à ce vocabulaire-là aussi et à se dire que, en fait, ce qu'on est en train de faire ici, et vous avez raison de le rétablir, c'est du long cours. On nous dit, tout ça s'inscrit en plus dans un effort européen de construire peut-être une défense européenne, mais là encore, et c'est à mon avis ce qui honore l'Union européenne, c'est encore la dernière organisation internationale qui respecte le droit, c'est que ces procédures-là vont mettre beaucoup de temps à se mettre en place. On a parlé des équipements, les équipements ne sont pas tous français, il y aura évidemment des partenariats stratégiques à nouer avec d'autres partenaires européens, mais là aussi, ça prend un temps absolument énorme pour savoir qui fournit quelle matière première, etc. Donc, n'oublions pas qu'en fait, ce qu'on va demander, c'est vraiment de la pluriannualité et une conception des finances qui n'est vraiment pas la nôtre. Donc, il faut changer tous nos logiciels. Alors, peut-être pas de guerre, mais en tout cas de prospective. On va devoir se lancer dans quelque chose de très différent. L'économie de guerre, c'est vraiment sur des années que ça se fait. Et puis la préférence européenne, pardon, est un sujet qui n'est pas tranché. C'est-à-dire qu'aller expliquer aux Polonais, aux Allemands qu'il faut aller acheter français, parce que c'est ça le discours c'est ça le discours d'Emmanuel Macron de toute façon. Acheter sur étagère, comme on dit, en fait, ça veut dire acheter américain. Acheter des équipements qui sont déjà disponibles, c'est acheter américain. Et c'est des habitudes prises par un grand nombre de pays européens. Et ça, c'est une querelle européenne. Vraiment, c'est un débat qui n'est pas tranché à ce stade. Alors Emmanuel Macron, la France essayent de mettre leur poids dans cette bataille, mais elle n'est pas gagnée à ce stade, malheureusement. Anne-Charlène, il y a aussi le fait que la France soit une nation nucléaire, qui soit dotée de l'arme de dissuasion nucléaire. Est-ce que l'usage de cette arme est inscrit dans la Constitution? Non. C'est même de l'ordre infralégislatif. C'est un tout petit article R de notre Code de la défense qui nous dit que le président de la République est le seul à pouvoir appuyer sur le bouton. En réalité, toute la tradition autour de la valise, de cette passation de pouvoir où on a ce secret entre les présidents est complètement coutumière. Et c'est pour ça qu'à mon avis, on fait dire beaucoup de choses à cette notion d'intérêts vitaux de la France. N'oublions pas aussi que le flou est une souveraineté sur cette question et que donc en fait les véritables doctrines nucléaires viennent de lettres souvent qu'on a retrouvées du président de la République, de général de Gaulle et elles sont pas si nationales que ça les directives. En réalité, ce qu'on va appeler les intérêts vitaux, c'est tout ce qui est susceptible de mettre en œuvre la machine militaire française et sa méfiance à l'égard du système international. Le général de Gaulle le dit d'ailleurs, il dit il faut qu'on puisse réagir quand nos alliés ne seront plus nos alliés. Donc il y a toujours une seule chose qui est sûre, c'est que le traité de non-prolifération ne change pas, n'aura jamais changé. La patrie qui dispose du bouton ne peut pas le déléguer, l'offrir, le partager, le contractualiser. Donc de toute façon, c'est inscrit quelque part, ça ? C'est inscrit dans le traité de non-prolifération de 68. Donc de toute façon, nous garderons la maîtrise du bouton nucléaire. Est-ce qu'ensuite nos intérêts vitaux pourraient évoluer ? Là encore, je pense qu'on a intérêt à ne pas avoir beaucoup de précision. L'Amérique est aujourd'hui un peu envahissante, la Russie est complètement impérialiste et nous, on parle. Alors il faut qu'on fasse attention à ne pas être les dindons de la farce au milieu.